Il faut l'admettre, la sanction est stupéfiante. Qu'un ancien président de la République française puisse passer quelques années entre quatre murs, derrière des barreaux, a bien de quoi provoquer la stupeur. Celle-ci a toutefois été de courte durée et les réactions se sont rapidement posées entre ceux qui invoquaient une justice aux yeux bandés, égale pour tous, et ceux qui blâmaient une justice partiale, aveuglée par ses opinions politiques et son hubris. Difficile donc, pour celui qui n'aurait pas le temps de lire les 400 pages du jugement, de se faire une opinion personnelle raisonnable. L'emballement médiatique était prévisible et moi-même je me suis laissé prendre en me laissant abuser par l'ampleur et l'intensité symbolique de la condamnation. Une semaine après, il est temps de raison retrouvée. Le fait que les chefs d'accusation les plus graves, soit ceux de corruption et détournement de fonds, n'aient pas été retenus contre Nicolas Sarkozy, laisse penser qu'il aurait été condamné pour une simple négligence, celle de n'avoir pas su contrôler les relations de ses collaborateurs. Il est vrai que le motif d'association de malfaiteurs est assez souple et peut entraîner la condamnation d'un homme dès son intention, avant même qu'il n'ait agi. Si dans le cas de Nicolas Sarkozy, cela a pu donner lieu à quelques motifs de critique de sa condamnation, c'est rarement le cas dans des affaires de terrorisme, où il se trouve là bien moins de voix pour crier à l'injustice. Ne pas avoir la preuve que le financement ait eu lieu n'est donc pas un sujet. Quant au fameux document, produit par Mediapart et à l'origine de l'affaire, celui qualifié de faux, il ne faudrait pas oublier que Nicolas Sarkozy a toujours été débouté dans ses tentatives de remise en cause du média sur ce sujet. Certes, la juge a estimé très probable que cette note soit un faux, mais son jugement est évidemment motivé par bien d'autres pièces. Comme si la condamnation avait été motivée par une preuve reconnue par la juge comme n'en étant pas une. Se replonger dans le narratif de cette affaire, sans pour autant entrer dans les minuscules détails, laisse peu de doute devant l'amnésie des défenseurs de l'ancien président de la République. Deux faits, juste pour se rafraîchir la mémoire. Le premier. Si Nicolas Sarkozy n'a pas bénéficié d'enrichissement personnel, son proche collaborateur, Claude Guéant, lui a servi de boîte aux lettres, rien qu'avec le transfert sur un de ses comptes de 500 000 €. La célèbre affaire des tableaux mise à jour dans cette enquête sur le financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Même si Claude Guéant a toujours nié la provenance libyenne de ces fonds, il a tout de même reconnu avoir reçu des mains de l'intermédiaire Alexandre Joury une montre d'une valeur de 11 000 €. Enfin, Claude Guéant et Brice Hortefeux ont tous les deux rencontré en 2005, moins de 2 ans avant le début de la campagne électorale, l'homme qui a organisé l'abattage en 1989 de l'avion de ligne, le DC-10 du TA, provoquant la mort de 54 Français parmi les 170 victimes. Il faut donc imaginer le directeur de cabinet du président de la République et le ministre de l'Intérieur de l'époque rencontrer à Tripoli Abdallah Senoussi, le beau-frère de Kadhafi, condamné en France à la prison à vie et sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Rencontre fortuite, diront les deux Français pour s'en dédouaner. Étrange fréquentation. Celui qui n'aurait pas le courage d'affronter les 400 pages du jugement peut tout de même avec raison penser qu'il existe un faisceau de présomption. D'ailleurs, il ne s'est pas trouvé grand monde pour défendre l'intermédiaire Alexandre Joury, condamné aux côtés de Nicolas Sarkozy, de Claude Guéant et de Brice Hortefeux, lui pour blanchiment aggravé, trafic d'influence active, de corruption et d'association de malfaiteurs. Peut-être peut-on douter de la pertinence de l'exécution provisoire pour l'ancien président. Il est bien évident que Nicolas Sarkozy ne sera pas en prison injusticiable comme un autre, et qu'en tant que prisonnier, sa détention pèsera bien plus que celle de n'importe quel autre sur l'administration pénitentiaire, déjà en situation difficile. Le risque de récidive et de fuite est un argument qui frise le ridicule. Il est évident que cette condamnation, qui suit de quelques mois celle de Marine Le Pen, a bien une dimension politique assumée par les juges, à l'exemple de celle qui condamne l'ancien président de la République quand elle qualifie les faits et justifie l'exécution provisoire par, je cite, « la gravité exceptionnelle de l'affaire de nature à altérer la confiance des citoyens ». Voici donc une justice à l'hubris assumée. Mais attention, il ne faudrait pas pour autant la condamner pour ce pouvoir qu'elle s'arroge. Pour mémoire, il y a 5 ans, Nicolas Sarkozy a déjà été condamné pour financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Big Malion. Déjà, en 2012, l'homme alors président de la République était, par un système de fausses factures, parvenu à contourner le plafonnement des dépenses de campagne. Cela lui avait permis de plus que les doubler.
S'il y a bien quelque chose de pourri, c'est au niveau des politiques. Ce qui les discrédite, ce n'est pas la justice. Le dysfonctionnement de nos institutions est provoqué par le déraillement des acteurs de l'action politique. En sanctionnant ce déraillement, la justice devient alors mécaniquement un acteur de l'action politique. Il faut les relire Montesquieu et ses propos sur l'équilibre des pouvoirs. En cas de défaillance de l'exécutif, il est logique que le judiciaire occupe l'espace laissé vacant. S'en prendre au juge est peut-être un bon moyen de flatter l'opinion publique, mais c'est surtout une bonne occasion de se voiler la face. Enfin, je dis ça, je dis rien.